Le magicien d'Oz par L. Frank Baum. Chapitre 1. Le cyclone. Dorothée vivait au milieu des vastes plaines du Kansas, avec son oncle Henry, qui était fermier, et sa tante Em, la femme de ce fermier. Leur maison était petite, car le bois indispensable à sa construction manquait dans la région et devait être acheminé de très loin par chariot. L'habitation était constituée de 4 murs, d'un plancher et d'un toit, ce qui faisait une pièce. Et dans cette pièce se côtoyaient un poêle un peu rouillé, un vaisselier, une table, 3 ou 4 chaises et 2 lits. Dans un coin se trouvait le grand lit d'oncle Henri et de tante Em. Dans un autre, le petit lit de Dorothée. La maison ne comportait ni grenier ni cave, hormis un petit trou creusé à même le sol, appelé abri anticyclonique, où la famille se réfugiait lors de ces invraisemblables coups de vent dont la force dévastait tout sur son passage. On accédait à cet abri par une trappe, située au centre de la pièce. Une échelle menait au trou étroit et sombre. Lorsque Dorothée se tenait sur le seuil de la maison et regardait tout autour d'elle, elle ne voyait que la grande plaine grise. Pas un arbre, pas une construction ne se dressait dans l'immensité du paysage plat qui s'étendait à perte de vue. Le soleil avait cuit la terre labourée jusqu'à en faire une masse grise, ravinée de minuscules crevasses. Même l'herbe n'était pas verte, le soleil ayant grillé l'extrémité des longues tiges jusqu'à les fondre dans la même inévitable couleur grise. Autrefois, la maison avait été peinte, mais le soleil avait boursouflé la peinture et la pluie s'était chargée du reste. Aujourd'hui, elle était grise et terne, comme tout ce qui l'entourait. Lorsque tante Em, nouvellement mariée, s'était installée là, elle était jeune et jolie. Le soleil et le vent l'avaient transformée, elle aussi. Ils avaient remplacé l'étincelle de son regard par une note de gris sombre. Ils avaient pris le rose de ses joues, de ses lèvres, et l'avaient changé en gris. Elle était devenue maigre et émaciée, et ne souriait plus jamais. Quand Dorothée, qui était orpheline, était venue vivre avec eux, tante Em avait été saisie par le rire de l'enfant. Les premiers temps, elle portait même la main à son cœur chaque fois que la voix fraîche et joyeuse de Dorothée parvenait à ses oreilles. Aujourd'hui encore, elle considérait la fillette avec étonnement, se demandant ce qui pouvait bien faire rire Dorothée. Oncle Henri ne riait jamais. Il travaillait dur, du matin au soir, et ne savait pas ce qu'était le plaisir. Lui aussi était gris, de sa longue barbe à ses bottes d'homme simple. Il avait un air grave et sévère et parlait peu. C'était Toto qui faisait rire Dorothée et l'empêchait de devenir aussi grise que tout ce qui l'entourait. Toto n'était pas gris. C'était un petit chien noir avec de longs poils soyeux et des petits yeux noirs qui pétillaient gaiement de chaque côté de sa minuscule truffe. Toto passait ses journées à jouer. Dorothée s'amusait avec lui et l'aimait beaucoup. Ce jour-là, toutefois, il ne jouait pas. Oncle Henri était assis sur le pas de la porte et scrutait avec inquiétude le ciel, qui était encore plus gris que d'habitude. Dorothée se tenait sur le seuil, Toto dans les bras. Elle aussi scrutait le ciel. Tante Em faisait la vaisselle. Loin au nord, ils entendirent la plainte du vent. Oncle Henri et Dorothée virent les hautes herbes se coucher par vagues sous la tempête qui enflait. Ensuite, ils distinguèrent un sifflement aigu venant du sud, et en tournant la tête dans cette direction, ils virent l'herbe onduler aussi de ce côté-là. Brusquement, oncle Henri se leva. « Il y a un cyclone qui arrive, Em, dit-il à sa femme. Je vais m'occuper du bétail. » Puis il courut vers les étables qui abritaient les vaches et les chevaux. Tante Em laissa là sa vaisselle et vint à la porte de la maison. Au premier coup d'œil, elle perçut l'imminence du danger. « Vite, Dorothée !» cria-t-elle. « Cours te mettre à l'abri !» Toto s'échappa des bras de Dorothée et alla se cacher sous le lit. La petite fille se précipita pour le rattraper. Tante Em, très effrayée, ouvrit la trappe et descendit par l'échelle dans le petit trou sombre. Dorothée finit par s'emparer de Toto et se préparer à suivre sa tante. Elle avait parcouru la moitié du chemin quand le vent émit un bruit terrible. Puis la maison se mit à vibrer si fort
que Dorothée perdit l'équilibre et se retrouva assise par terre. Il se passa alors une chose étrange. La maison tourna sur elle-même 2 ou 3 fois et s'éleva lentement dans les airs. Dorothée eut l'impression d'être à bord d'une montgolfière. Le vent du nord et celui du sud venaient de se rencontrer à l'endroit même où se dressait la fermette, la plaçant exactement au centre du cyclone. Or, généralement, le calme règne au centre d'un cyclone, mais l'énorme pression du vent sur toutes les façades de la maison souleva cette dernière de plus en plus haut, jusqu'à ce qu'elle atteigne le sommet du cyclone. Elle resta et fut transportée sur des kilomètres et des kilomètres, comme si elle était aussi légère qu'une plume. Il faisait très sombre, et le vent hurlait horriblement autour d'elle. Mais Dorothée s'aperçut que les choses n'allaient pas si mal. La maison tourbillonna plusieurs fois. À un moment, elle pencha dangereusement, puis se rétablit. Mais par la suite, Dorothée eut l'impression d'être bercée avec douceur, tel un bébé dans son berceau. Toto, lui, n'appréciait pas du tout la situation. Il parcourait frénétiquement la pièce de long en large, allant d'un côté puis d'un autre, en aboyant bruyamment. Dorothée était assise par terre, assez tranquille. Elle attendait de voir ce qui allait se passer. Tout à coup, Toto s'approcha trop près de la trappe restée ouverte et disparut dans le vide. La fillette crut l'avoir perdue, mais peu de temps après, elle vit l'une de ses petites oreilles réapparaître hors du trou. La pression du vent le soutenait, l'empêchant de tomber. Dorothée rampa jusqu'à l'ouverture, attrapa Toto par l'oreille et le ramena dans la pièce. Ensuite, elle referma la trappe afin d'éviter tout autre accident. Les heures se succédèrent et peu à peu, Dorothée surmonta sa peur. Mais elle se sentait seule et le vent soufflait tant autour d'elle qu'elle en était assourdie. Dans un premier temps, elle se demanda si elle allait être pulvérisée quand la maison redescendrait. Comme les heures passaient et que rien de terrible ne se produisait, elle cessa de s'inquiéter et décida d'attendre calmement de voir ce que l'avenir réservait. Sur le sol qui tanguait, elle finit par se traîner jusqu'à son lit, où elle s'allongea. Toto la suivit et s'installa à ses côtés. Malgré le tangage de la maison, malgré le hurlement du vent, Dorothée ferma bientôt les yeux et s'endormit profondément. Le magicien d'Oz par Lyman Frank Baum. Chapitre 2. La rencontre avec les grignotins. Dorothée fut réveillée par un choc si brusque et violent que, si elle n'avait été allongée sur son lit moelleux, elle aurait pu se faire mal. La soudaineté de la secousse lui coupa le souffle et elle se demanda ce qui s'était passé. Toto colla son petit museau froid contre son visage en gémissant tristement. Dorothée s'assit sur son lit et remarqua que la maison ne bougeait plus. Il ne faisait pas sombre non plus, car le soleil entrait par la fenêtre, inondant la pièce de sa clarté. Elle sauta du lit et courut à la porte, Toto sur ses talons. La petite fille poussa un cri d'admiration et regarda autour d'elle. Ses yeux s'écarquillaient à chaque merveille qu'elle découvrait. Le cyclone avait déposé la maison tout doucement, pour un cyclone, au beau milieu d'un pays d'une beauté prodigieuse. De ravissants parterres de gazon verdoyaient sous des arbres majestueux, lourds de fruits savoureux. Des fleurs superbes formaient des massifs de tous côtés, et des oiseaux au plumage rare et étincelant chantaient et voletaient dans les arbres et les buissons. Un peu plus loin bondissait un ruisseau dont les eaux scintillaient entre ses rives moussues. Que le murmure de sa voix était agréable pour une petite fille qui avait vécu si longtemps dans les prairies sèches et grises. Tandis qu'elle dévorait des yeux ce spectacle d'une étrange beauté, elle vit venir à elle un groupe d'êtres bizarres, comme elle n'en avait jamais vu. Ils n'étaient pas aussi grands que les grandes personnes auxquelles elle était habituée depuis toujours, mais ils n'étaient pas tout petits non plus. En fait, ils semblaient à peu près de la taille de Dorothée, qui était grande pour son âge. En revanche, d'après leur apparence, ils étaient beaucoup plus vieux. Il y avait 3 hommes et une femme, tous bizarrement costumés. Ils étaient coiffés de chapeaux ronds, qui se terminaient en pointe, à 30 cm au-dessus de leur tête. Leurs bords s'agrémentaient de clochettes, qui tintaient au moindre mouvement,
Les chapeaux des hommes étaient bleus, celui de la petite femme blanc, comme aussi la robe qui tombait en plis de ses épaules. De petites étoiles parsemaient l'étoffe et scintillaient au soleil comme des diamants. Les hommes étaient vêtus de bleu, de la même nuance que leurs chapeaux, et leurs bottes, bien astiquées, s'ornaient de revers bleu foncé. Dorothée se dit qu'ils pouvaient avoir l'âge d'oncle Henri, car 2 d'entre eux portaient la barbe. Mais la petite femme, elle, était sans doute beaucoup plus vieille. Elle avait le visage couvert de rides, ses cheveux étaient presque blancs et elle marchait avec une certaine raideur. À quelques pas du seuil où se tenait Dorothée, ces petites personnes s'arrêtèrent et chuchotèrent entre elles, comme effrayées d'aller plus loin. Puis la petite vieille s'avança vers Dorothée, fit une grande révérence et d'une voix douce prononça ces mots. « Soyez la bienvenue, très noble enchanteresse, au pays des Grignotins. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir tué la méchante sorcière de l'Est et d'avoir libéré notre peuple de l'esclavage. » Dorothée écouta ce discours avec étonnement. Que voulait dire cette petite femme en l'appelant enchanteresse et affirmant qu'elle avait tué la méchante sorcière de l'Est? Dorothée était une petite fille innocente et inoffensive. Un cyclone l'avait transportée à des lieues et des lieues de chez elle, et jamais de sa vie elle n'avait tué quoi que ce soit. Visiblement, la petite femme attendait d'elle une réponse. Alors Dorothée dit, non sans hésitation, « Vous êtes très aimable, mais ce doit être une erreur. Je n'ai rien tué du tout. En tout cas, votre maison l'a fait, » répliqua la vieille femme en riant. « Et cela revient au même. Voyez, » poursuivit-elle en montrant un coin de la maison. « On voit encore ces 2 orteils qui dépassent dessous ce gros morceau de bois. » Dorothée regarda et poussa un petit cri de frayeur. En effet, juste sous l'angle de la grosse poutre qui soutenait la maison, 2 pieds dépassaient, chaussés de souliers d'argent à bout pointu. « Mon Dieu, mon Dieu !» s'écria Dorothée en joignant les mains, consternée. « La maison a dû lui tomber dessus. Qu'allons-nous faire ?»« Il n'y a rien à faire, » dit calmement la petite femme. « Mais qui était-ce » demanda Dorothée. « C'était, je vous le répète, la méchante sorcière de l'Est, » répondit l'étrange vieille. Pendant des années, elle a tenu en esclavage tous les Grignotins et les faisait travailler pour elle jour et nuit. Les voilà tous libres désormais. Et ils vous sont reconnaissants du bienfait. « Qui sont les Grignotins » demanda Dorothée. « Les gens qui vivent dans ce pays de l'Est, où sévissait la méchante sorcière. Êtes-vous une Grignotin ? Non, moi je vis dans le pays du Nord, mais je suis leur amie. Quand les Munchkins ont vu que la sorcière de l'Est était morte, ils m'ont dépêché un rapide messager, et je suis accourue aussitôt. Je suis la sorcière du Nord. »« Oh, ciel !» cria Dorothée. « Vous êtes une vraie sorcière ?»« Assurément, » répliqua la petite femme. « Mais je suis une bonne sorcière, et les gens m'aiment beaucoup. J'ai moins de pouvoir que la méchante sorcière qui régnait ici. Sinon, j'aurais libéré ce peuple moi-même. » « Mais je croyais que toutes les sorcières étaient méchantes, » dit la petite fille, peu rassurée de se trouver en présence d'une vraie sorcière. « Oh non, c'est une grossière erreur. Il y avait 4 sorcières en tout dans le pays d'Oz. 2 vivent au nord et au sud, et sont de bonnes sorcières. Je sais que c'est vrai, je suis l'une de ces 2-là, je ne peux donc me tromper. Celles qui habitent à l'est et à l'ouest étaient vraiment de méchantes sorcières, mais maintenant que vous en avez tué une, il ne reste plus qu'une méchante sorcière dans tout le pays d'Oz, celle qui vit à l'ouest. »« Mais, dit Dorothée après un moment de réflexion, tante M m'a dit que les sorcières étaient toutes mortes il y a des années et des années. »« Qui est tante M ?» questionna la vieille femme. « C'est ma tante. Elle vit au Kansas, le pays d'où je viens. » La sorcière du Nord sembla réfléchir un instant, la tête penchée et les yeux baissés vers le sol. Puis elle leva les yeux et dit « Je ne sais pas où se trouve le Kansas, car je n'ai encore jamais entendu parler de ce pays. Mais dites-moi, est-ce que c'est un pays civilisé ?»« Oh oui, répliqua Dorothée. « Alors tout s'explique. Dans les pays civilisés, je crois bien qu'il ne reste plus de sorcières, ni de magiciens, ni d'enchantresses, ni d'enchanteurs. Par contre, voyez-vous, le pays d'Oz n'a jamais été civilisé, car nous sommes coupés du reste du monde. C'est pourquoi il existe encore des sorcières et des magiciens parmi nous. »
Qui sont les magiciens demanda Dorothée. Oz, seul, est le grand magicien, répondit la sorcière dans un chuchotement. Il a plus de pouvoir que nous tous réunis. Il vit dans la cité d'Émeraude. Dorothée allait poser une autre question. Mais à ce moment précis, les grignotins, qui jusque-là avaient gardé le silence, poussèrent un grand cri en montrant du doigt le coin de la maison où gisait la méchante sorcière. « Que se passe-t-il » demanda la vieille femme. Puis elle regarda et se mit à rire. Les pieds de la sorcière morte avaient complètement disparu, et il ne restait que les souliers d'argent. Elle était si vieille, expliqua la sorcière du Nord, qu'en un clin d'œil, elle s'est évaporée au soleil. C'en est fini d'elle, mais les souliers d'argent sont à vous, et vous devez les porter. Elle se baissa pour ramasser les souliers et les tendit à Dorothée, après avoir secoué la poussière. La sorcière de l'Est était fière de ses souliers d'argent, dit l'un des grignotins, car ils détiennent un charme, mais nous avons toujours ignoré lequel. Dorothée emporta les souliers dans la maison et les plaça sur la table. Puis elle ressortit et s'adressa aux grignotins. « J'ai hâte de rentrer chez ma tante et mon oncle, car ils vont se faire du souci pour moi, j'en suis sûre. Pouvez-vous m'aider à retrouver mon chemin ?» Les grignotins et la sorcière se regardèrent Dorothée et secouèrent la tête. « À l'est, tout près d'ici, dit l'un d'eux, s'étend un désert, si grand qu'on n'a jamais pu le traverser. C'est la même chose au sud, dit un autre, car j'y suis allé et je le connais. Le sud est le pays des Coadlings. Je me suis laissé dire, ajouta le troisième, que c'est pareil à l'ouest. Ce pays-là, où vivent les Winkids, est gouverné par la méchante sorcière de l'ouest. Elle vous réduirait en esclavage si vous vous aventuriez dans son royaume. Le nord est mon pays, dit la vieille femme, et il est bordé lui aussi par le grand désert qui entoure le pays d'Oz. Mon enfant, il vous faudra rester avec nous, je le crains. À cette nouvelle, Dorothée éclata en sanglots. Elle se sentait bien seule parmi tous ces gens étranges. Ces larmes durent affliger le cœur tendre des grignotins, car aussitôt, ils sortirent leurs mouchoirs et se mirent à pleurer eux aussi. Quant à la vieille femme, elle enleva son chapeau et en fit tourner la pointe sur le bout de son nez, en comptant 1, 2, 3 d'une voix solennelle. En un instant, le chapeau se changea en une ardoise, sur lequel on put lire en gros caractères écrits à la craie blanche « Que Dorothée aille à la cité d'Émeraude ». La vieille femme enleva l'ardoise de son nez et, après avoir lu l'inscription, demanda « Est-ce vous, Dorothée, mon enfant ?»« Oui, répondit la fillette, en levant les yeux et séchant ses larmes. « Dans ce cas, vous devez vous rendre à la cité d'Émeraude. Peut-être qu'Oz vous aidera. »« Où est cette cité ?» demanda Dorothée. « Elle est située exactement au centre du pays, et c'est Oz, le grand magicien dont je vous ai parlé, qui en est le maître. »« Est-ce un homme bon ?» questionna la fillette inquiète. « C'est un bon magicien ? Quant à savoir si c'est un homme ou non, je ne saurais le dire car je ne l'ai jamais vu. Comment puis-je me rendre chez lui ? Vous devez y aller à pied. C'est un long voyage à travers un pays tantôt agréable, tantôt sombre et terrible. Toutefois, j'userai de toute ma science magique pour qu'il ne vous arrive rien de mal. Vous ne voulez pas m'accompagner ? Plaida la fillette qui considérait déjà la vieille femme comme sa seule amie. Non, cela m'est impossible, répliqua-t-elle. Mais je vais vous donner mon baiser, et personne n'osera nuire à qui a reçu le baiser de la sorcière du Nord. Elle s'approcha de Dorothée et lui posa un doux baiser sur le front. Ses lèvres, en touchant la fillette, laissèrent une marque ronde et brillante, ce dont Dorothée ne tarda pas à s'apercevoir. La route qui mène à la cité d'Émeraude est pavée de briques jaunes, dit la sorcière. Vous ne pouvez donc pas vous tromper. Quand vous arriverez devant Oz, n'ayez pas peur de lui, mais racontez-lui votre histoire et demandez-lui son aide. Adieu, ma chère enfant. Les trois Munchkins lui firent un profond salut et lui souhaitèrent un agréable voyage, puis s'enfoncèrent derrière les arbres. La sorcière fit à Dorothée un petit signe de tête amical, pirouetta 3 fois sur son talon gauche et disparut sur le champ, laissant le petit Toto médusé. Il se mit à aboyer très fort après elle, maintenant qu'elle n'était plus là, car il n'avait même pas osé grogner en sa présence.
Mais Dorothée n'éprouva pas la moindre surprise. C'était une sorcière. Il était donc normal qu'elle disparût de cette façon-là.